éliminer la grue et la rendre ridicule, car la purée était liquide et s'échappait de son bec trop fin. À son tour, la grue invita le renard et servit le dîner dans une bouteille au col long et étroit. Elle pouvait aisément y introduire son bec et manger. Le renard ne le pouvait pas. C'était la leçon qu'il méritait. De même, quand les philosophes se plongent pendant le repas dans leur raisonnement subtil, ils gênent beaucoup d'invités qui ne peuvent les suivre, et ceux-ci, de leur côté, se jettent dans les chansons les plus frivoles, les propos communs et les trivialités. C'en est fini de l'entente qui convient au festin. Le renard et le bouc. Un renard était tombé dans un puits, et il était bien forcé d'y rester, n'ayant aucun moyen d'en sortir. Un bouc, pressé par la soif, approcha du même puits, et y apercevant le renard, lui demanda si l'eau était bonne. Celui-ci, joyeux d'avance du malheur de l'autre, lui fit de l'eau les plus grands éloges. Elle est excellente, dit-il, et l'invita à descendre. Le bouc, tout à son besoin, descendit sans autre réflexion. Dès qu'il eut apaisé sa soif, il se mit à chercher avec le renard le moyen de remonter. « J'ai imaginé, dit le renard, un bon moyen de nous sauver tous deux. Lève, s'il te plaît, tes pieds de devant contre la muraille et incline tes cordes en avant. Moi, je grimperai le long de ton dos et toi, je te ferai ensuite remonter à ton tour. » Le bouc se prêta volontiers pour la seconde fois à l'avis du renard. Celui-ci se servit des pattes de son compagnon comme une échelle, lui sauta sur le dos, du dos grimpa sur les cornes, arriva ensuite au bord du puits et s'éloigna. Et comme le bouc lui reprochait de violer leur convention, il se retourna. « Si tu avais, mon bon, dit-il, autant d'idées que de poils de barbe, tu ne serais pas descendu avant d'avoir examiné les moyens de remonter. » Il en est de même des gens intelligents. Ils considèrent d'abord la fin de l'affaire, et ensuite ils l'entreprennent. Le renard et le hérisson. Un renard traversant un fleuve à la nage fut jeté dans une cavité profonde. Il n'en put sortir et y endura de longues souffrances, car un essaim de tiques s'était abattu sur lui. Un hérisson rôdait dans les environs. Il fut pris de pitié en apercevant le renard et lui demanda s'il ne serait pas aise qu'on le délivrât de ces insectes. Mais le renard ne le voulut pas, et comme l'autre lui demandait le motif de ce refus, « C'est, répondit-il, que ces tiques-là sont déjà saoules de mon sang et ne m'en tirent plus que peu. Si tu les chasses, il en viendra d'autres qui auront faim et qui tireront le reste. » Le renard et le léopard. Le renard et le léopard disputaient de leur beauté. Ce dernier vantait sans cesse la variété de couleurs de son pelage. « Oui, répondait le renard, mais combien je te surpasse en beauté. Cette variété que tu as sur le corps, moi, je l'ai dans l'esprit. Les ornements de l'esprit l'emportent sur la beauté du cœur, du corps. » Le renard et le lion. Un renard n'avait encore jamais vu de lion. Un beau jour, le hasard, lui en fit rencontrer un. Peu s'en fallut qu'il ne mourût de frayeur. Puis, il le rencontra une seconde fois. Il eut encore peur, mais non pas autant que la première fois. Enfin, à la troisième rencontre, il prit confiance au point d'aborder le lion et de converser avec lui. Effet de l'habitude, ce qui nous effrayait devient accès facile. Le renard et le paysan. Un renard fuyant de toute sa force
force la poursuite des chasseurs, trouva un paysan qui coupait du bois et qui lui demanda ce qu'il avait qui le troublait si fort et qui le faisait tant courir. Le renard lui répondit: « Je fouille les chasseurs qui me poursuivent pour m'assommer. C'est pourquoi je te prie de me vouloir bien renseigner sur un lieu où je puisse me cacher en sûreté. » Le paysan lui montra une caverne et aussitôt le renard y entra. Les chasseurs passant par là demandèrent au paysan si par hasard il n'avait point vu passer un renard de ce côté-là. Le paysan répondit qu'il n'avait rien vu, mais cependant il montrait aux chasseurs avec la main le lieu où était le renard. Les chasseurs, n'entendant point cette finesse, s'en allèrent. Le renard étant en sûreté et n'en craignant plus d'être pris, sortit de la caverne et se mit en chemin. Le paysan, le voyant s'en aller, commença à se plaindre, disant qu'il était bien peu reconnaissant, puisqu'il s'en allait sans le remercier. Le renard, qui l'avait aperçu faire signe au chasseur, lui répliqua: « Je te remercierai et ferai même quelque chose de plus, si tes mains avaient imité ta langue. Plusieurs font tout autre chose que ce qu'ils promettent. » Le renard et le paysan. 2. Un renard fut pris dans les filets d'un paysan dont il avait étranglé plusieurs poules. Se voyant arrêté, il le pria avec soumission de ne le point faire mourir, l'assurant qu'en reconnaissance, il ne lui ferait jamais tort. Le paysan se moqua de ses promesses. « Si tu étais un animal fidèle, lui répondit-il, je te pardonnerais, mais étant un trompeur, je ne veux pas me fier à toi. Tu mourras malgré tes protestations. Il ne faut pas se fier aux trompeurs. Quand on peut les punir, il n'en faut jamais perdre l'occasion. » Le renard et le singe. Un renard et un singe, qui faisaient route ensemble, disputaient de la noblesse de leur origine. Chacun d'eux exposait abondamment ses prétentions quand ils arrivèrent en un lieu que le singe se mit à contempler en poussant des gémissements. Comme le renard lui en demandait la raison, le singe lui montra les tombeaux qui étaient là. « Voyons, dit-il, puis-je m'empêcher de pleurer en voyant les tombeaux de mes pères affranchis et esclaves ?» Bon, répondit le renard, mais mens donc à ton aise. Aucun d'eux ne se lèvera pour te démentir. Il en est ainsi chez les hommes, des menteurs qui ne sont jamais plus fanfarons que quand il n'y a personne qui les puisse reprendre. Le renard et les raisins. Un renard affamé, apercevant des grappes qui pendaient à d'une vigne, voulut s'en emparer et n'y arriva pas. Il s'éloigna alors et se parla à lui-même. « Ce raisin n'est pas mûr, dit-il, tels certains hommes que leur faiblesse empêche de réussir et qui s'en prennent aux circonstances. » Le renard sans queue. Un renard avait laissé sa queue dans un piège. Depuis lors, la honte lui rendait la vie insupportable. C'est pourquoi il résolut d'amener les autres renards à partager son sort. Ainsi, le malheur général dissimulerait sa propre infortune. Il les réunit tous et les encourageait à se couper la queue, affirmant non seulement que celle-ci était fort laide, mais encore que c'était un fardeau inutile dont les avait chargés la nature. « Eh l'ami, lui répliqua l'un des renards, si tu n'y trouvais pour toi un avantage, nous aurais-tu, à nous, donné ce conseil. Le mot s'adresse à ceux qui se font les conseillers du prochain non par bienveillance, mais par intérêt. Le renard trompé par le coq. Un renard ayant tué plusieurs poules à un paysan tomba enfin dans les filets qui lui avaient été tendus. Étant piégé, il pria le coq de lui faire la grâce de lui apporter un couteau pour couper les cordes du filet.
plaisir, il eut la bonté de n'en rien dire à son maître, parce qu'il se flattait de pouvoir facilement ronger les filets avec les dents, et que par ce moyen, il se procurerait la liberté et éviterait la mort. Le coq lui dit qu'il lui apporterait de bon cœur un couteau et miam bien tranchant. Il partit aussitôt, comme s'il avait été le chercher, mais ce fut pour avertir son maître que le renard était tombé dans le piège et était pris. Il lui raconta de point en point tout ce qu'avait dit le renard, qui attendait avec une grande impatience le retour du coq. Il fut bien confus quand il vit arriver le maître avec une massue à la main, dont il lui donna tant de coups que le renard se mit à dire avant de mourir que je suis fou d'avoir fait confiance au coq après lui avoir égorgé tant de poules. Celui qui fait du mal à autrui en reçoit tôt ou tard la punition. Le renard. Un renard était entré dans la maison d'un comédien. En examinant tous les meubles, il trouva un masque de théâtre, très bien fait, et le prenant dans ses mains. « Quelle belle tête, dit-il, mais elle n'a pas de cervelle. » Cette fable s'adresse aux hommes qui sont beaux de corps, mais sots d'esprit. Les renards. Des renards vinrent un jour en troupe au méandre pour y boire. En voyant la violence du courant, ils s'excitèrent les uns les autres, mais aucun ne se risqua à entrer dans la rivière. L'un d'eux cependant s'avança pour faire honte à ses compagnons, se moqua de leur poltronnerie, et voulant enfin donner l'exemple, du courage se jeta résolument à l'eau. Mais le courant l'entraîna au milieu du fleuve. « Ne nous laisse pas, lui criait du rivage le reste de la bande. Reviens et montre-nous par où il faut aller pour boire sans danger. » J'ai dit l'autre entraîné par les flots, une réponse à donner à mille. C'est pour cela que j'y vais. Je veux l'apporter en revenant. Je vous instruirai. C'est l'histoire de ceux qui créent par fanfaronnade un danger pour eux-mêmes. Le rossignol et l'épervier. Un rossignol, perché sur le haut d'un chêne, chantait selon son habitude. Un épervier le vit. Comme il n'avait rien à manger, il fondit sur lui et le saisit. L'autre, sur le point de mourir, le supplia de le laisser aller, affirmant qu'il n'était pas assez gros pour remplir à lui seul le ventre d'un épervier. Il fallait, s'il avait faim, attaquer des oiseaux de plus grande taille. « Je serais bien fou, répondit l'épervier, de lâcher une proie que je tiens toute prête dans mes serres pour en poursuivre une autre que je n'aperçois même pas. Bien fous aussi sont les hommes qui, dans l'espoir de trouver mieux, laissent échapper ce qu'ils ont entre les mains. » Les voleurs et le coq. Les voleurs, ayant pénétré dans une maison, n'y trouvèrent qu'un coq et l'emportèrent. Le coq, voyant qu'ils allaient le tuer, les supplia de le relâcher, car, disait-il, je suis utile aux hommes, c'est moi qui la nuit les rappelle au travail en les réveillant. Raison de plus pour te tuer, répliquèrent les voleurs, car en les réveillant, tu nous empêches de voler. C'est précisément ce qu'on fait de bien aux braves gens, qui est le plus grand obstacle au sombre projet des méchants. Le chameau. La première fois que les hommes virent le chameau, ils en eurent peur et s'enfuirent à la vue d'une si grande bête. Mais ayant remarqué dans la fuite qu'il était doux et docile, ils s'en approchèrent et, reconnaissant qu'il était sans aucune fureur, ils commencèrent à le mépriser de telle manière qu'ils lui mirent un frein et le donnèrent à conduire à des enfants. Tel paraît d'abord terrible et cruel, qu'on reconnaît ensuite être doux et facile. Le chasseur poltron et le bûcheron. Un chasseur cherchait la piste d'un lion. Il demanda à un bûcheron
s'il avait eu des traces de lion, et s'il savait où la bête avait son gîte. Je vais te montrer le lion lui-même, répondit le bûcheron, alors pâle d'épouvante et claquant des dents. Ce n'est pas le lion lui-même que je cherche, reprit l'autre, ce n'est que sa piste. Cette fable s'adresse au valeureux poltron, dont le courage n'est qu'en paroles et jamais aux actions. Le sansonnet et le coucou. Un sansonnet ayant dressé son nid dans un buisson, un coucou s'y rendit, mangeant ses œufs et en pondit d'autres en leur place. Le sansonnet couva ses œufs avec grand soin, et ses petits vinrent à éclore quelque temps après. Un plumage de coucou. Le sansonnet fut bien surpris de les voir naître avec un plumage de coucou. Mais comme les parents se flattent aisément, il dit « Cela changera à la mue. » Le voilà donc à apprendre sans cesse à ces petites sortes de chansons. Quelques années s'étant écoulées, de la sorte il leur dit « Voilà mes enfants, parlez un peu et répétez ce que vous avez souvent entendu. » Après plusieurs demandes, ils ne répondirent que « coucou » qu'ils répétèrent plusieurs fois, ce qui pensa faire mourir le père de chagrin, qui disait en lui-même « Depuis quand cette métamorphose a-t-elle eu lieu? Comment des œufs de coucou sont-ils arrivés dans mon nid? Tout oiseau autrefois faisait naître son semblable. Pourquoi moi, sansonnet, fais-je naître des coucous? Pourquoi couver des œufs qui ne sont pas à moi? Pourquoi? » Il eut encore continué son murmure, si par hasard un Milan, passant par là, ne lui eût dit « Eh, mon ami, de quoi te tourmentes-tu? Ton mal est devenu si commun parmi tous les animaux que je n'en connais point qui ne puisse s'attendre à pareille aventure. Bien souvent, sans prendre garde, l'on s'approprie des biens qui ne sont pas à soi. » Les deux coqs et l'aigle, deux jeunes coqs se battaient avec autant d'ardeur que s'ils avaient été des hommes. À la fin, le vaincu se traîna tout couvert de blessures dans un coin du poulailler. Le vainqueur alla se percher sur le toit de la maison, battant des ailes, chantant victoire. À ce moment, un aigle qui passait le saisit dans ses serres et l'emporta. Alors son rival vaincu sortit de sa cachette et prit possession du tas de fumier pour lequel ils avaient combattu. Le coq et la perle. Un coq grattait la paille dans une basse-cour en quête de nourriture pour les poules, quand il trouva une perle qui se trouva là par hasard. « Oh, dit-il, tu es fort belle sans doute aux yeux de ceux qui t'apprécient, mais moi, je préfère un grain d'orge à toutes les perles de l'univers. » Le corbeau et le cygne. Ayant vu le cygne, le corbeau fut jaloux de sa couleur. S'imaginant qu'elle était due aux eaux dans lesquelles il se baignait, le corbeau abandonna les autels et passa tout son temps sur les fleuves et sur les lacs. Mais il eut beau se frotter, il ne changeait pas de couleur, et d'autre part, la faim le fit périr. On ne change pas de nature parce qu'on change de régime. Le corbeau et le renard. Un corbeau ayant dérobé un morceau de fromage alla se placer sur un arbre. Un renard qui l'avait vu, désirant s'emparer du morceau, se dressa sur ses pattes et lui fit compliment sur sa taille et sur sa beauté. Plus que tout autre, ajouta-t-il, le corbeau méritait d'être roi des oiseaux, ce qui arriverait sûrement s'il avait de la voix. Pressé de montrer qu'il n'en manquait pas, le corbeau lâcha le fromage et se mit à pousser de grands cris. L'autre ne fit qu'un bond et s'empara du fromage. « Corbeau, dit-il, tu as tout, il ne te manque que l'intelligence. Il y a des hommes sots, que cette fable leur serve de leçon. » L'âne et la peau du lion.
Les troupeaux s'enfuyaient aussi, mais le vent vint à souffler et emporta la peau de lion. Voilà notre âne à nu. Aussitôt, tous accoururent, bâtons, massues s'abattirent sur la bête. Es-tu pauvre et simple individu? N'imite pas les allures des riches. On se moquerait de toi, et tu courrais grand risque. Ce qui n'est pas naturel ne nous va jamais bien. L'âne et le corbeau. L'âne avait une blessure sur le dos, et comme il passait, un corbeau vola sur lui et piqueta sa plaie. La douleur qu'en ressentit l'âne le fit ruer et braire. Son maître, voyant cela, en eut bien du plaisir. Un loup qui voyait que ce maître en crevait de rire, s'exclama: Malheureux que nous sommes! Nous, a-t-on aperçu qu'aussitôt on crie après nous, et l'on nous poursuit vivement, alors que l'on accueille avec des rires ce corbeau qui maltraite l'âne. C'est à leur apparence et à première vue que l'on juge les malfaiteurs. L'âne et le jardinier. Un âne était au service d'un jardinier. Il mangeait peu et on le battait fort. Il pria Zeus de le délivrer du jardinier et de lui donner un autre maître. Zeus chargea Hermès de le vendre à un potier. Nouvelle plainte de l'âne, on lui imposait maintenant des charges bien plus lourdes qu'autrefois. Nouvelle invocation. Zeus, pour en finir, le fit vendre à un corroyeur. Mais à peine l'âne eut-il vu le métier de son nouveau maître. Vraiment, dit-il, j'aimais mieux les autres. Chez eux, on me surchargeait et je mourrais de faim. Mais ici, que je vienne à mourir, je n'aurais même pas de tombe. Les serviteurs ne regrettent jamais plus leur premier maître que quand ils en font l'essai des seconds. L'âne et le loup. Un âne s'était enfoncé une épine dans le pied, et il boitait. Il aperçut un loup. Ah, loup, lui dit-il, quelle souffrance! Tu vois, j'en meurs. D'ailleurs, j'aime encore mieux te servir de dîner à toi qu'au vautour et au corbeau. Je ne te demande qu'une seule grâce. Enlève-moi d'abord cette épine du pied. Que je meure au moins sans souffrance. Le loup du bout des dents saisit l'épine et l'arracha. Puis il ouvrit la gueule. Mais l'âne, qui ne sentait plus rien, lui détacha une ruade et s'enfuit. Museau au front, d'un seul coup, il avait tout cassé. Aïe, dit le loup, c'est bien fait. J'avais appris à être boucher, et voilà que je me mêle, subitement, de jouer au vétérinaire. On voit des hommes, pris entre deux dangers, accepter le secours de leur ennemi, et leur rendre par traîtrise le mal pour le bien. L'âne et le mulet. Un ânier ayant chargé son âne et son mulet les poussait devant lui. Tant qu'on fut en plaine, l'âne tint bon sous le fardeau, mais on arriva à une descente escarpée, et l'âne, incapable d'une plus longue résistance, supplia le mulet de prendre une partie de sa charge, afin de pouvoir lui-même porter le reste jusqu'au bout. Le mulet ayant fait la sourde oreille, l'âne roula dans le précipice et s'y cassa le dos. Fort contrarié, l'ânier non seulement surchargea le mulet de la charge de l'âne, mais mit encore par-dessus l'âne lui-même. Accablé bientôt sous ce poids excessif, le mulet se dit: c'est bien fait. Si j'avais écouté l'âne quand il me demandait de le soulager d'un peu, je n'aurais maintenant pas à porter son fardeau et son corps. Tel est le sort de certains prêteurs assoiffés d'argent. Pour avoir refusé d'aider un peu leur emprunteur, ils perdent souvent leur fortune elle-même. L'âne et le sanglier. L'âne prenait plaisir à ridiculiser le sanglier, et alors qu'il pensait l'avoir poussé à la colère, sa réponse lui prouva le contraire, car il lui dit: tu n'es qu'un misérable qui mérite à la vérité
ce ne sera pas par moi. Tu peux donc te moquer tout à ton aise, car je méprise si fort ta lâcheté et ta poltronnerie, que je t'ai laissé dire et faire tout ce qu'il t'a plu. Ainsi, va-t'en sans craindre ma vengeance. Le mépris est la plus cruelle vengeance qu'on puisse prendre d'un sot et d'un malheureux. L'âne et le vieux paysan. Quand un gouvernement change, il n'y a souvent que le maître qui change pour les pauvres. La fable que voici le prouve en peu de mots. Un vieillard qui avait grand peur faisait paître un âne dans un pré. Épouvanté soudain par les cris de l'ennemi, sauvons-nous, dit-il à l'âne, pour ne pas être pris. Mais l'autre, sans s'émouvoir, lui répondit: crois-tu, je te prie, que le vainqueur me fasse porter une double charge? Non, dit le vieillard. Alors, reprit l'âne, que me fait le nom de mon maître, pourvu que je ne porte toujours qu'une seule charge? Contentons-nous de ce que nous avons, et ne soyons pas sans cesse insatisfaits. L'âne et le loup. L'âne étant tombé dangereusement malade, la nouvelle s'en répandit bientôt au quartier des loups, qui en conçurent une joie extraordinaire, se réjouissant de faire un bon repas. Dans cette espérance, ils coururent en foule à sa maison. Dès qu'ils y furent arrivés, l'un d'eux frappa à la porte. Un ânon mit la tête à la fenêtre pour voir qui se présentait, et lorsqu'il s'aperçut une si grande quantité de loups, il leur demanda d'un air dédaigneux ce qu'ils cherchaient dans sa maison. Nous avons appris, lui répondirent-ils, que ton père était malade, ce qui nous a attristés. Nous sommes venus ici pour voir en quel état il était et pour lui rendre service en tout ce qu'il souhaiterait de nous. Il se porte beaucoup mieux que vous ne voudriez, lui répliqua l'ânon. Les compliments et les politesses sont souvent un voile dont on se sert pour cacher ses mauvaises intentions. L'âne et son ombre. Un jour d'été très chaud, un jeune homme loua un âne pour aller d'Athènes à Mégare. À midi, la chaleur du soleil était devenue telle qu'il descendit de sa monture et voulut s'asseoir pour se reposer à l'ombre de l'âne. Mais l'ânier lui disputa la place en déclarant qu'il avait autant droit que lui. « Et quoi ?» s'écria le jeune homme. « N'ai-je pas loué votre âne pour tout le voyage ?» ?»« Si, répondit l'autre, vous avez loué l'âne, mais non pas son ombre. » Tandis qu'ils se querellaient et se battaient pour la place, l'âne s'enfuit. L'âne portant du sel. Un âne portant du sel passait une rivière. Il glissa et tomba dans l'eau. Le sel fondit et l'âne se remit sur pied, allégé d'autant et se réjouit fort de l'aventure. Un peu plus tard, comme il traversait encore une rivière, chargé cette fois d'éponges, il se dit qu'à tomber de nouveau, il se relèverait bien plus à l'aise. Et le voilà qui se laisse exprès glisser. Qu'arriva-t-il? L'eau gonfla les éponges. L'âne ne put se remettre debout et se noya sur place. Il en est ainsi de certains hommes. Ce sont leurs propres ruses qui deviennent, sans qu'ils s'en doutent, la cause de leur malheur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fables d'Ésope vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer avant d'aller dormir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.